J2, terminé. Si vous voulez un récap de ce qui s'est passé, un résumé de cette deuxième journée de la Coupe du Monde, vous êtes au bon endroit. C'est ici. À la fin de cette vidéo, vous aurez l'équipe type que je donne à cette deuxième journée. Vous aurez aussi mes pronos de la journée 3, celle qui arrive. Pensez à mettre un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, ça m'aiderait énormément. Les amis, nous y sommes. Cette J2, elle a été sympa, elle est souvent moins palpitante que la première journée où on découvre les équipes et la troisième où les poules sont closes. La deuxième, c'est cette espèce d'entre-deux. Mais on a eu des choses sympas, pas ça par exemple. Ismaël Koné, c'est pas une belle image. Là, il a l'air de ne pas trop souffrir sur son visage, mais bon, il avait pris des petits inhalants qui font qu'il ne sentait pas vraiment la douleur, des équivalents en morphine. Ça aussi, c'est une image particulière, le match le plus long de l'histoire de la Coupe du Monde, ce France-Irak. Mais on a eu des choses un peu plus sympathiques, des arrêts extraordinaires. Celui-ci, qui ne fait pas but pour le Japon, c'est le gardien japonais, il me semble. Ça, c'est Béranvand, si je ne me trompe pas, le gardien iranien. Quel arrêt, si vous l'avez en tête, celui-là aussi. Incroyable sur Maxime de Kuyper, il y a des images folles. On a aussi eu des moments d'histoire. Ouais, ça c'est le moment où, à quelques dixièmes de seconde près, Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est à ce moment-là, sur sa spéciale. Ça aussi, quelle image. Cristiano Ronaldo qui ne tire pas un coup franc. On sélectionne d'autant plus. C'est complètement dingue. Et le but est vraiment pas mal. Mais on voit déjà sur l'image, vous voyez le gardien, comment il est positionné. Il est déjà prêt à... Vraiment, il s'y attendait pas, et puis ça se comprend. Mais il était déjà positionné pour plonger dans sa lucarne gauche. Et Cristiano, fin du match, I'm back, c'est ce que je lis sur ses lèvres. Bon, je sais pas, je pense que c'est encore source à débattre, potentiel conflit, parce que I'm back, oui ok, c'est un sport collectif. Bref, je suis content quand même de cet avènement. Cristiano marque enfin. Il n'a jamais marqué en phase finale de Coupe du Monde, il me semble. C'était ça la statistique. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Les Norvégiens, il y a toujours des images de Norvégiens sur cette Coupe du Monde. Ouais, la célébration avec les supporters. Ça fait partie, peut-être que c'est la meilleure communion joueurs-supporters. La communauté norvégienne sur cette Coupe du Monde, elle est vraiment folle avec cette célébration, le roux. Mais on va s'intéresser davantage au résumé. On est là pour ça. Poule A, c'est là que nous en sommes actuellement. On a eu ce Mexique-Corée du Sud qui n'était pas très emballant pour commencer. Choc au sommet de la poule, qui n'a pas tenu toutes ses promesses parce que les deux équipes se contentaient visiblement d'un match nul jusqu'à la fin où le Mexique s'en sort. La Tchéquie contre l'Afrique du Sud, pas un immense match non plus, et l'Afrique du Sud s'en sort à la 83e. La poule B, petit changement de décor inopiné, c'est pas grave, ça change pas grand chose. On a ce Canada qui a explosé le Qatar 6-0, 2 cartons rouges pour le Qatar. C'était vraiment un non-match, notamment avec l'événement qui s'est passé autour d'Ismaël Koné. Bon, ça a refroidi un petit peu tout le monde. Peut-être même plus le Qatar que le Canada, finalement. Triplé de Jonathan David, mais on reparlera de lui un peu plus tard, vous allez bien voir. Goal average très positif pour le Canada, qui se trouve à plus 6, là où actuellement la Suisse est à plus 3. La Suisse, elle, a pourtant fait un bon match, enfin, un bon résultat, parce que le match était mou jusqu'à la 75e, il y avait 0-0, 5 buts en 15 minutes, grosso modo. C'est un peu l'entrée de Johan Manzambi qui a tout changé. Bon, on commence à connaître le personnage, il faut qu'il soit titulaire, Murat Yakin n'a plus le choix. Doy et Rieder doivent sûrement laisser leur place à Manzambi et Vargas, je pense. Au final, la poule, le Canada s'en sort bien. Là, c'est le prochain affrontement entre les deux. Là. Ça risque d'être vraiment un bon match. Le match nul suffit au Canada. Ouais. Là, on a une peut-être surprise de cette poule. En tout cas, les pays organisateurs, les trois là, peut-être trois premiers de poule. Ouais, très belle performance. La poule C, on est sur ce qu'on avait dit pré-tournoi. Un Brésil premier à égalité de points avec le Maroc grâce au goal average. Cependant, ce Brésil a mis 3-0 à Haïti. Toujours pas de Ney. Bon, ok. Hendrick a joué pour le running gag. Vinicius, un but, une passe. Cunha, 2 buts. Pas vraiment d'enseignement à tirer de cette rencontre. Et côté Maroc, Seybari, encore une fois buteur.
match fermé. Ce Maroc me fait un peu penser à cette Espagne de 2010 avec des milieux de terrain jusqu'au poste offensif, mais on l'a déjà évoqué. Seulement, c'est pas non plus la même qualité de joueur. Et là où l'Espagne s'en sort en 2026, c'est grâce à des individualités fortes offensivement qui peuvent faire la différence à eux seuls, donc Lamine Yamal notamment. Le Maroc, il manque peut-être ce joueur-là. Brahim Diaz peut faire la différence, il y en a d'autres, mais c'est pas du même calibre du tout, évidemment, et ça peut peut-être pêcher. Pour la poule D, donc on l'a dit, États-Unis premier. On a eu aussi un choc au sommet. Choix étrange du sélectionneur australien. Je suis pas forcément en phase avec ses choix. Velou Pillay devant à la place d'Iran Kounda qui avait fait un bon premier match. Est-ce qu'il avait un pépin physique? J'ai pas l'info, il me semble pas pourtant. Metcalf qui était buteur aussi sur le premier match remplaçant. Bon, ok. Donc défaite 2-0 pour l'Australie. Quoi qu'il en soit, ces États-Unis me font quand même peur. Ouais, il y a une très belle sélection, très belle équipe. Je les avais pas du tout prévus. Je les mettais derrière la Turquie qui finit à 0 points, enfin qui est pour le moment à 0 points, parce que défaite contre le Paraguay. Oh là là, ce Paraguay qui est pourtant pas sensationnel, avec un carton rouge pendant 45 minutes. Bon, le gardien a été héroïque, Orlando Gil, mais la Turquie est mathématiquement non, mais déjà éliminée. Qu'est-ce que ça nous donne dans la poule E? On a eu un super match, hein, peut-être l'un des tout meilleurs de cette deuxième journée. Allemagne, Côte d'Ivoire, 2-1 pour l'Allemagne en toute fin de match, 1-0 pour la Côte d'Ivoire jusqu'à l'entrée de Deniz Undav qui à la 60e égalise. Il rentre à la 60e, il égalise à la 68e, il offre victoire à la 94e. Donc lui, en 56 minutes de Coupe du Monde, il est 2 fois remplaçant, il marque 3 buts et offre 2 passes décisives. La question c'est, est-ce qu'il doit être titulaire ou non, ou est-ce que justement en tant que sub, ça fonctionne trop bien pour changer les choses? J'ai beaucoup aimé ce match, il y avait pas mal d'enseignements. Du côté de la Côte d'Ivoire, on peut clairement ne pas rougir, c'est peut-être la meilleure équipe africaine avec le Maroc, ça se discute. Très belle compétition, ils peuvent aller loin. Et potentiellement la France peut les rencontrer en 16e de finale si je ne me trompe pas. En même temps, l'Équateur que j'annonçais vraiment performante a été vraiment décevante contre ce Curaçao. C'est le deuxième nul de ce tournoi après ce Espagne-Cap-Vert. C'est une déception quand même. Il n'y a pas trop à dire. Ils peuvent encore être deuxième de poule. Ils peuvent encore faire un bon tournoi, mais ce deuxième match est une déception. Dans la poule F, l'un des meilleurs matchs, là encore, de cette J2. Peut-être mon deuxième préféré. Je crois que j'ai préféré Allemagne-Côte d'Ivoire, mais celui-là était vraiment bien. Le 5-1 de la Suède, des Pays-Bas face à la Suède. Enfin, les Pays-Bas trouvent un trio d'attaque. Gakpo, Brobbey, Summerville, ils n'étaient pas alignés, ils n'ont jamais été alignés ensemble. Les voilà enfin réunis, plus de Malen, il faut passer à autre chose. Memphis aussi sur le banc, c'est suffisant, pas titulaire. Les Pays-Bas là, ouais, la Suède est relativement faible, mais je ne m'attendais pas à autant de jeux proposés, c'est assez satisfaisant. Le Japon a écrasé la Tunisie, Hervé Renard n'aura pas suffi. La Tunisie, elle, pareil, est écartée de cette compétition. Impossible de revenir. Je les voyais pas se qualifier, ni même en tant que troisième, mais je les voyais au moins pouvoir challenger la Suède. On en est vraiment loin. Groupe G, l'une des plus grosses déceptions de cette poule, c'est la Belgique. Oh là là, c'était infâme. L'Iran aurait même pu l'emporter. Ngoy prend un carton rouge. Pas de Jérémy Doku pour les raisons qu'on connaît. Rudy Garcia, mauvais choix tactique. Tu payes l'absence de Mika Rotz. On en a parlé en préambule du tournoi. C'était le joueur avec le plus de qualité offensive dans la provocation, dans le duel. Le 1 contre 1, tu ne le prends pas. Bah voilà, Doku n'est pas là. Tu t'en payes les pots cassés. Donc c'est un petit peu un retour de bâton pour Rudy Garcia. Les choix tactiques sont effrayants. Le milieu de terrain est désert. Cette Belgique me fait vraiment pas peur. Là où cette Égypte un peu plus. Mo Salah plus axial. Mohamed Hani, le latéral droit, encore une fois, top match. C'est la Nouvelle-Zélande d'accord, mais le match est vraiment bon. Zico, ailier droit, à la place de Mo Salah. Belle révélation, décisif, on en reparlera aussi. Plus
les indéboulonnables, Emma Machour, Marmouche, Atiya au milieu de terrain. Cette Égypte est vraiment pas mal et me séduit contre toute attente parce que c'était vraiment l'une des équipes les plus infâmes à regarder de la dernière CAN. La poule H, c'est un 4-0 pour l'Espagne face à l'Arabie Saoudite. J'ai mis des réserves sur cette Espagne parce que sans Yamal, c'est difficile. Sur 180 minutes au total sur ces 2 premières journées pour l'Espagne, il y a eu 65 minutes avec Yamal, ça a donné 4-0. Les 115 minutes restantes sans Yamal, c'est 0-0 contre l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert. Donc, je suis pas très serein. Je suis pas si serein que ça pour l'Espagne. Je les vois à aucun moment être champion du monde. Demi-finale, bien sûr, pourquoi pas. Enfin, c'est la logique. Pas plus. Pas plus une finale, mais ça gagnera pas. L'Uruguay face au Cap-Vert. Voilà aussi, on est sur une déception. J'ai bien aimé Maxi Aroro en tant qu'ailier gauche, Cano Bio qui avait fait une bonne entrée lors du premier match, être titulaire. Mais cet Uruguay de Bielsa ne ressemble pas à une Uruguay de Bielsa. Rien à voir. L'erreur, vous avez vu le coup franc direct du Cap-Vert, l'erreur du mur. Il devrait être à 3, un joueur s'enlève, il se retrouve à 2. Les deux se trouent complètement et laissent passer la balle. J'ai l'impression que ça ne peut pas fonctionner. Et dans cette configuration-là, pourquoi pas imaginer un exploit du Cap-Vert, parce que le Cap-Vert se trouve être 3e à 2 points, 2 matchs nuls pour leur part, il leur reste à jouer l'Arabie Saoudite, on peut rêver grand, ils peuvent être 2e de groupe. Mathématiquement, ils peuvent être 3e, j'y crois pas, mais ça se peut. Ce groupe I, le plus long match de l'histoire de la Coupe du Monde, les 3 stars décisives enfin, avec Dembélé aussi, donc Mbappé, Olysée. Les questions à en tirer, c'était l'Irak, donc il n'y a pas tant d'enseignements, mais des questions apparaissent. Manu Koné, titulaire ou non. Barcola, titulaire ou non. Pareil pour Jules Koundé et Lucas Digne. Je pense que toutes les questions-là sont légitimes de se poser. En tout cas, je suis plutôt serein pour cette équipe de France. Moi, elle me plaît, je suis vraiment pas pessimiste à son sujet. Et par rapport à la Norvège non plus, que j'ai mis en demi-finale de cette compétition. Voilà, une équipe qui gagne le Sénégal, c'est une équipe, même si ce Sénégal a un peu déçu, c'est une équipe qui peut accéder à des demi-finales, sans rougir. Le Sénégal, il y a des soucis avec Kalidou Koulibaly, quand même. On en avait parlé avec Yvan Droual dans un live TikTok il y a 2 jours. Il y a des problèmes avec Kalidou Koulibaly et le Sénégal a très chaud au derrière, parce que 0 points, 3e. Il va falloir mettre 3-0 à l'Irak pour être en goal average neutre. Pas une évidence. Le groupe J, c'est donc le doublé de Messi. Je m'interroge quand même un tout petit peu, malgré tout le bon que j'ai vu de cette Argentine sur l'attaque. Si c'est le seul facteur de risque pour les défenses adverses, et ben, même s'il est difficile à maintenir, ce Messi, ça reste assez léger quand même. Ça peut être facilement contenable. Ça me fait penser dans une moindre mesure à l'Espagne sans Yamal, avec et sans Yamal. Il ne faudrait pas qu'il arrive un truc à Messi. Dans ce cas-là, je donnerais vraiment pas cher de la peau de l'Argentine. Et même en sa présence, je pense que tu peux vite être embêté quand tu tombes contre des milieux, des défenses qui viennent te faire un contre 1 face à Messi en défense de la prise personnelle. Parce que là, il a souvent été esselé, laissé libre sur son but. Vous devriez aller le revoir. Il est libre de tout marquage et c'est complètement pas normal. Ce qui est pas normal non plus, c'est cette victoire algérienne dans la douleur face à la Jordanie. Je suis inquiet pour l'Algérie. Ça sera pas leur Coupe du Monde. On n'y est pas. Le groupe K. Le 5-0 du Portugal face à l'Ouzbékistan. Cristiano se réveille. 2 fois buteur. Le milieu, c'est pas encore ça. L'attaque non plus. Mais on a vu des choses davantage positives qui donnent un petit soupçon d'espoir pour ce Portugal qui était si bien coté en début de compétition et qui a dégringolé après son match face à la RDC. Cristiano, il y a quand même du bon là. Ce coup franc laissé à Nuno Mendes, c'est quand même tellement inattendu et ça va dans le sens du collectif. Il y a eu aussi un autre coup franc où on a opté pour une combinaison avec une petite passe au-dessus du mur au lieu d'une frappe de Cristiano. Bon, c'est des choses qu'on aime voir quand même. Et de l'autre côté, la Colombie a gagné cette RDC
But de Munoz encore, le latéral droit, en fin de match. Ce fut difficile, mais ils sont premiers de groupe. Et il reste un choc. Colombie, Portugal, ouais, ça va être un sacré match. Le dernier groupe, le voici, l'Angleterre en difficulté face au Ghana hier. Ils leur ont mené la vie dure. 0-0, peut-être 2 rouges oubliés ou 2 pénaltys oubliés. Ouais, j'ai l'impression que l'arbitrage, mais on y reviendra sur l'arbitrage, mais il n'a pas été bon sur ce match. Et globalement, depuis le début, ça va, mais il n'a pas été bon. Et le Croatie a remporté ce match face au Panama. Une Croatie qui a assuré l'essentiel sans briller, mais en faisant un tout petit peu un turnover léger. Ils ont remodelé un petit peu l'équipe. Mario Pasalic, Kovacic, Pongracic. Ils ont changé un petit peu l'effectif et c'est passé. Donc suffisant. Pas avec les honneurs. Il n'y a plus qu'à battre le Ghana pour leur passer devant en dernière journée. L'équipe type de cette J2, la voici. D'après moi, point par point, au cas j'ai mis Eloaroum qui a été vraiment très bon. 15 arrêts effectués, énorme match de sa part. On peut quand même citer Ali Reza Beranvand de l'Iran qui a fait un très bon match contre la Belgique. Orlando Gil aussi, on l'a évoqué pour la victoire du Paraguay face à la Turquie. Mais j'ai opté pour Eloaroum. 15 arrêts, c'est quand même pas banal. À droite, il y avait du monde. J'ai opté pour Dumfries, deux passes décisives, il me semble. Oui, c'est ça. Porro pour l'Espagne a été bon aussi. Mohamed Hani avec l'Égypte, encore une fois, très bon. À gauche, j'ai mis Maxi Araujo. Il a joué ailier gauche, d'accord, mais c'est un défenseur gauche. Il n'y avait pas grand monde à ce poste-là qui a performé sur cette J2, donc je l'ai redescendu. J'aurais quand même pu mettre Nuno Mendes, qui a été bon. Mais c'est pas lui que j'ai mis. En défense centrale, Krejci avec la République tchèque, avec son numéro 7 dans le dos pour un défenseur central, c'est pas banal. Match nul certes, mais excellent match de sa part, excellent. Associé à Upamecano, il n'y a pas trop de questions à se poser. On aurait pu quand même parler de Chris Richards ou de Freeman pour les États-Unis, ou Ben Sebaini pour l'Algérie. Au milieu de terrain, ouais, là j'ai une interrogation. J'ai mis Kessié, j'ai cité avec Christina Oulay, mais il y a eu défaite de la Côte d'Ivoire. Je mets quand même Kessié parce que j'ai trouvé que son match était vraiment abouti. Et dans le même match, Nmecha avec l'Allemagne a brillé. Ouais, c'est peut-être l'homme tout court de la J2, Nmecha, de mon point de vue. À droite, Zico. Il y avait pas mal de possibilités quand même. Johan Manzambi, mais il est rentré trop peu de temps. C'est pareil pour Somerville, 45 minutes. Yamal, 45 minutes aussi. Et Dembélé aurait pu prétendre à cette place, mais j'ai préféré opter pour Zico. C'est vraiment une belle révélation. Tandis qu'à gauche, Gakpo sous maillot, sous tunique orange, il est injouable, donc pas le choix. Vinicius a plutôt été bon également. Mais c'est devant, j'ai dû mettre une attaque à 2 parce que comme sur la première journée, beaucoup de monde, beaucoup de buteurs ont performé. Joe David avec son triplé et Haaland avec son doublé, c'est eux que je récompense. On a Cunha avec le Brésil, Brobbey avec les Pays-Bas, Undav, Ueda, Oyarzabal, Mbappé, Ronaldo. Au final, j'ai opté pour ces deux-là, puisque et Messi aussi, parce que Joe David, le triplé, c'est le seul buteur à avoir mis un triplé. Et Brotaland n'a peut-être pas été le meilleur dans son match, mais l'adversité était beaucoup plus forte. Lui, c'était face au Sénégal, pendant que Mbappé, c'était face à l'Irak, Cristiano, c'était face à l'Ouzbékistan. Messi, c'était quand même face à l'Autriche, mais son match n'a pas été si bon. Il a été bon dans l'aspect décisif. Mais c'est tout. Nos pronostics pour la J3. Vous les avez ici. Le Mexique contre la Tchéquie. Je vois un match nul ou une victoire de la Tchéquie, parce que le Mexique est déjà premier. L'Écosse contre le Brésil. Je ne vois pas une défaite de l'Écosse ou alors que d'un seul but. Afrique du Sud, Corée du Sud, les deux nations du Sud, je vois l'exploit sud-africain pour se qualifier à la dernière journée contre une Corée du Sud qui était meilleure sur les 2 premières journées. L'Équateur, pareil, l'exploit sur l'Allemagne. Le match nul entre la Norvège et la France, ça pourrait convenir aux deux nations. L'Égypte gagne face à l'Iran et termine première de poule. Le Panama contre l'Angleterre, 6-1 pour l'Angleterre, c'est très précis, en référence à 2018. Ils étaient déjà dans la même poule, c'est le score final de 2018.
La victoire de la Colombie sur le Portugal, 1-0. Très mince victoire. La RDC remporte son match sur l'Ouzbékistan. Et l'Algérie, contre l'Autriche, fait un match nul. On avait parlé de vos questions la semaine dernière. Il y en a eu une, je l'ai postée ici. J'aurais aimé savoir ton avis sur l'arbitrage de cette Coupe du Monde. J'ai trouvé beaucoup d'arbitres pas au niveau dans les matchs que j'ai vus. Peu qui tiennent leur match et ou qui prennent des bonnes décisions. Alors, globalement, tu m'as envoyé ce commentaire-là sur la première journée. J'ai trouvé l'arbitrage quasiment irréprochable. Sur 24 matchs, tu es obligé d'avoir des rencontres où ça se passe moins bien sur l'arbitrage, c'est obligatoire. Sur la deuxième journée, un peu moins bien. Je dirais que sur la première journée, on a eu un arbitrage 8,5 sur 10. Sur la deuxième journée, c'était un 7,5 sur 10. 7, disons 7. Donc moins bien, cependant, ça reste une bonne note. Je trouve que l'arbitrage est globalement bon. On laisse jouer, un peu dans le style de la Première Ligue. L'arbitrage semi-automatique pour les hors-jeux aussi, c'est une belle avancée parce qu'on gagne un temps fou. Ce qui m'a refroidi, c'est notamment ce Angleterre-Ghana hier. C'est peut-être le match le moins bien arbitré depuis le début du tournoi. Il met un gros point noir sur le reste. On s'en arrête là. On se retrouve pour la J3, qui sera bien plus palpitante, bien plus excitante, parce qu'on connaîtra nos affiches pour les 16e de finale. Et entre-temps, on va se retrouver pour 2-3 autres choses, mais je vous en dis pas plus pour le moment.